Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver sur Al24 News et un nouveau numéro de Réal Politique. Professeur Mohamed Berkour, bonsoir. Bonsoir madame. Au moment où on nous parle de changements tectoniques de tout l'ordre mondial, nous avons choisi de revenir ce soir sur la notion de puissance. Professeur, j'ai beaucoup d'ailleurs de questions à vous poser autour de ce sujet. À votre avis, qu'est-ce qui définit la notion de puissance? Comment la reconnaît-on du point de vue géopolitique et stratégique? Déjà, c'est un concept lié à l'arrière politique, c'est un concept aussi qui définit les intérêts nationaux. Et c'est un concept qui définit le statut d'un État dans la distribution mondiale, à la fois des rôles, mais aussi des capacités à influencer ou à se projeter. La puissance aujourd'hui a cette dimension sur le plan de la substance, à la fois la position stratégique, les capacités militaires, les capacités économiques, les capacités financières, les capacités technologiques, les capacités diplomatiques et puis les ressources humaines qui doivent essentiellement encadrer toute cette notion de puissance. Quand on parle de statut, on parle aussi d'une position qui définit à la fois un rôle, des intérêts, surtout la logique des interactions sur le plan horizontal avec les puissances similaires ou approximativement semblables, mais aussi d'une manière pratiquement verticale par rapport aux autres États que l'on passe cette stature et ce statut. Quand on parle d'ordre mondial, on parle essentiellement aussi de la structure de la puissance. Dans un système bipolaire, c'était deux pôles, deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Après la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, puis la fin de l'Union soviétique le 25 du mois de novembre, le mois de décembre 1991, on a vu cette logique de l'hyperpuissance américaine, l'hégémon, comme ça a été déjà décrit, annoncé dans un texte d'orientation stratégique, ce qui était le Defense Planning Guidance de mars 1993, c'était cette volonté américaine d'avoir des intérêts mondiaux, mais avoir aussi cette logique de suprématie mondiale. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, l'Ukraine n'est qu'un facteur accélérateur de ces mutations, ce n'est pas le déclencheur. On va dans un autre ordre mondial qui aurait comme logique une distribution des puissances, mais aussi une hiérarchisation de ces puissances. Aujourd'hui, c'est à lire le dernier texte du Conseil de renseignement américain, d'ici 2040, on serait en face de deux grands pôles, de deux grandes puissances à caractère dimension mondiale, les États-Unis et la Chine, mais aussi avec d'autres puissances d'ordre international, non pas mondial, mais international. L'Union européenne, si elle arrive à se préserver, mais aussi des puissances émergentes, la Russie, on parle de l'Indonésie, on parle de l'Iran, on parle de la Turquie, mais aussi de facteurs qui pourraient aussi faire valoir des éléments comparatifs du Brésil, par exemple. Mais sur un autre niveau, on serait en face de puissances régionales, soit en Afrique ou en Asie ou ailleurs. Des pays ont des capacités à développer leur puissance, mais cette puissance reste tributaire de deux choses. Les capacités des États à préserver leur souveraineté, mais aussi à faire valoir tous leurs avantages comparatifs avec des dimensions géopolitiques, mais aussi stratégiques. La puissance, en dernier lieu, un statut, mais aussi une capacité soit de faire une projection par des dimensions militaires notamment, ou créer les vecteurs d'influence, ce qu'on appelle aujourd'hui la puissance soft, culture, valeurs, normes, mais aussi économie. Avant de développer davantage, professeur, si j'ai bien compris, donc la notion de puissance ne se résume pas
à l'aspect économique et militaire. Absolument. On est passé, madame, disons, de 3 dimensions. Donc c'est les dimensions classiques, la géographie et la démographie en première dimension. Deuxièmement, c'est la dimension militaire, la dimension économique. Aujourd'hui, on est passé, comme je l'ai cité, à 7 dimensions interactives et qui définissent cette distribution mondiale de la puissance. On pourrait être militairement puissant, mais on pourrait être aussi vulnérable sur le plan économique. C'est le cas de la Russie, par exemple. Mais on pourrait être militairement très puissant, mais aussi puissant dans les autres dimensions. C'est le cas des États-Unis. On pourrait être technologiquement puissant, mais on reste vulnérable sur le plan militaire. C'est le cas du Japon. On reste aussi sur cette notion de création de passerelles entre ces puissances, entre ces dimensions de la puissance, justement pour créer une cohésion au sein même de la puissance, pour éviter qu'il y ait des gaps, ce qu'on appelle les gaps de vulnérabilité. On les a vus à plusieurs reprises. Le cas, par exemple, de la Chine par rapport à un certain nombre de problèmes technologiques. C'est pour cela que les Chinois avaient décidé en 2013 non pas de posséder, mais de maîtriser les 10 plus grandes technologies émergentes en 2025 et toutes les technologies émergentes en 2035. À lire les textes du dernier congrès du Parti communiste chinois, le 20e congrès, c'est cette volonté aussi chinoise de changer la doctrine militaire. Donc c'est pour donner un sens au développement de leur armée, mais aussi de donner une nouvelle logique à l'action par une projection de puissance. Ce n'est pas seulement la possession d'armes nucléaires, c'est des armes de dissuasion, mais ou des vecteurs de la puissance balistique, mais aussi c'est avoir une capacité d'être présent dans plusieurs coins du monde. On a vu en 2017, c'était la présence à Djibouti. Aujourd'hui, ils sont présents aussi aux îles Salomon, dans le Pacifique du Sud. Il y a une volonté de construire des bases militaires du côté de l'océan Indien africain, mais aussi au niveau de la baie de Guinée. Donc les États maîtrisent leur sens de puissance. Ils essaient toujours de le faire valoir dans des schémas géopolitiques concurrentiels. Alors on va justement s'intéresser aux mutations de la puissance, professeur. Il y a donc les puissances d'hier et elles ne seront pas forcément celles de demain. De quelle manière s'effectue ce bouleversement? On a vu, et d'une manière comparative, dans l'histoire récente des relations internationales, chaque bouleversement de l'ordre mondial, il y a nécessairement rupture. On a vu avec la fin du Conseil de l'Europe, définitivement en 1919 avec les traités de Versailles, mais aussi c'était la fin de 2 empires. C'était l'empire austro-hongrois, mais aussi l'empire ottoman. On a vu avec la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'émergence de 2 puissances qui ne sont pas européennes. Donc la puissance soviétique était eurasienne et la puissance des États-Unis qui était américaine, nord-atlantique. On a vu en 1980, après 1989, avec la chute du mur de Berlin, avec la fin de l'Union soviétique le 25 décembre 1991, aussi la fin des fédérations, l'Union soviétique, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie. Avec ce qui se passe en Ukraine, il y a déjà un changement géographique et géopolitique, déjà par rapport aux frontières de la Russie. Mais il pourrait y avoir aussi d'autres changements dans d'autres régions. Aujourd'hui, à lire, par exemple, un éminent géopoliticien américain, Robert Kaplan, qui avait écrit il y a quelques années un pamphlet, The Coming of Anarchy, où il préconisait, où il y avait quand même une certaine lucidité dans son analyse par rapport à l'instabilité des États, notamment en Afrique. Donc des changements, certainement, mais aussi on verra plus de concurrence, de compétition stratégique entre les puissances émergentes et les puissances actuelles. C'est des compétitions de position, c'est des compétitions de positionnement, et c'est des compétitions autour des ressources. L'Afrique est déjà un champ de compétition, le monde arabe aussi, mais on verra plus clairement dans les années à venir sur la nature des puissances
en exercice, mais surtout de la nature des priorités de ces États puissances mondiales ou internationales. Alors, vous avez parlé de changement avec tout ce qui se passe actuellement, le conflit ukrainien. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui est perçu comme la transition vers un nouvel ordre mondial? Bon, la transition a déjà commencé, Madame Rim. Elle a commencé en 2008 avec les subprimes, la crise des subprimes. Oui. On a vu en 2010 ou 2010 l'émergence de la Chine comme deuxième puissance économique mondiale. On a vu dans les doctrines, à lire le discours d'Obama le 5 janvier 2012 au Pentagone, vous avez parlé de la politique du recentrage stratégique de l'Europe, qui était théâtre central des États-Unis depuis 1947, depuis la doctrine Truman, vers l'Asie-Pacifique. On a vu aussi la doctrine chinoise de 2013 par rapport à cette volonté de sortir de la notion de territorialité vers plus d'action à l'international. Ça a commencé avec la lutte contre la piraterie, puis la présence avec une base militaire à Djibouti. Oui. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, Madame Rim, c'est une accélération de ces mutations, non pas seulement par rapport à la crise, à la guerre en Ukraine, qui est un élément accélérateur, mais surtout avec ces doctrines qui sont construites autour de ces mutations. Je voudrais juste vous donner quelques indices. Donc, l'Union européenne avait développé sa boussole stratégique qui a remplacé la doctrine de 2016, où elle met l'accent sur le besoin de préserver un partenariat stratégique avec les États-Unis. Ce qui veut dire que construire une sécurité européenne est loin d'être une réalité. Oui. On a vu aussi avec le quatrième concept stratégique de l'OTAN, 29 juin 2022, aussi cette volonté de se projeter au-delà des frontières atlantiques, donc vers l'Asie-Pacifique. Donc c'est ce que les Américains appellent le pivoting. C'est ce changement. On a vu aussi, au mois d'octobre passé, un texte très important, c'est la stratégie de sécurité nationale américaine, et avec aussi des nouveaux contours de la doctrine de la stratégie militaire américaine. Donc c'est une puissance qui doit être davantage consolidée, mais surtout avec la définition de deux choses. Un concurrent réel, c'est la Chine, mais un adversaire au sérieux, c'est la Russie. Donc pour la première fois, on est en train de définir les éléments de conflictualité avec la Russie, mais aussi des éléments de concurrence stratégique avec la Chine. Le monde à venir, selon tous ces textes, serait un monde multipolaire, donc ce n'est pas la notion d'équilibre, mais c'est plutôt la notion de compétition. Parce que, comme je dis, c'est pour la première fois qu'il y a cette transformation de l'ordre mondial avec le transfert de l'épicentre de la puissance depuis le XVIe siècle de l'Occident vers l'Orient. Un Orient qui se construit, mais aussi un Orient qui veut devenir lui-même un centre d'attraction vers d'autres États qui ne sont pas nécessairement de cet Orient. Alors justement, on regarde tous ces changements, professeur Mohamed Barkouk. Donc on n'est plus dans la configuration d'un monde unipolaire, on se dirige vers un nouvel ordre mondial. Certains observateurs parlent de désordre, de nouveau désordre mondial. Ordre ou désordre? L'ordre est la logique des relations internationales. Le désordre n'est que l'exception. Parce que quand on parle de cette anarchie, c'est un concept qui est récurrent dans la pensée stratégique mondiale, donc depuis 1648. On a vu en moins de 160 ans, 1648-1815, plus de 200 guerres. Mais on a vu aussi un certain développement du multilatéralisme à partir du Congrès de Vienne. On a vu avec l'émergence du système des Nations Unies, il y a plus de régulation. Donc quand on parle d'ordre, on ne parle pas nécessairement de la fin du système des Nations Unies, vu la préservation des puissances essentielles de leur statut, la Chine, les États-Unis, mais aussi la Russie, qui veut devenir un État émergent, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni avec son statut
demande permanente, mais aussi avec son statut de puissance nucléaire, qui veut, par sa politique du bandwagoning, donc cette notion d'alliance utilisée avec les États-Unis, préserver son statut. La France aussi qui essaye à la fois de préserver son statut diplomatique et militaire, mais aussi de trouver un rôle dans ce monde en mutation. Désordre mondial et ordre mondial pourraient être deux concepts coexistants, oui, mais avec la notion de l'ordre que l'on porterait pour deux raisons essentielles. Parce que la puissance doit aussi avoir une certaine notion de visibilité, une certaine notion aussi de volonté, de capacité à tirer profit des mutations sans pour autant bousculer l'ordre vers un désordre avec des incidences pas nécessairement positives. Deuxième point, c'est qu'on parlait de ce désordre depuis très longtemps. On l'a vécu pendant la guerre froide, le cas du blocus de Berlin en 1948, mais surtout la crise des missiles nucléaires russes, soviétiques à Cuba en 1962. Mais le monde est revenu en 1956 sur la notion de la coexistence pacifique, en 1976 sur la détente, puis on a vu graduellement arriver à ce qu'ils appellent les principes de Reykjavik, donc à l'entente entre les deux puissances. Mais cette entente n'a pas créé les conditions d'une pérennisation de l'ordre bipolaire, mais plutôt elle a créé des conditions de la désintégration d'un pôle. Donc c'est pour ça qu'il y a cette capacité à non pas à maîtriser, mais plutôt à créer des conditions de cohabitation entre les deux, avec des capacités des puissances à tirer profit des opportunités qui se présentent. Alors quel impact peuvent avoir ces mutations sur la nature des relations internationales? On va parler de la facette diplomatique. Donc quand on parle de mutations de ce type, ordre, distribution de la puissance mondiale, il faut lire les mutations selon le statut de l'État. À nous référer à la déclaration d'Alger de la Ligue arabe, on parlait de refus de polarisation. Parce que notre statut, ce n'est pas des statuts de puissance. On est des statuts d'État qui essayent soit de préserver les souverainetés ou, dans le meilleur cas, à devenir une puissance sous-régionale, peut-être régionale. Oui. Donc, on est plutôt dans une logique d'interaction et dans plusieurs situations dans une logique de réaction. Et on est plutôt réactif. Ce qui veut dire que les grandes puissances à caractère mondial pourraient définir les nouvelles règles d'engagement, les nouvelles règles d'engagement, mais surtout aussi créer les conditions qui pourraient définir les choix stratégiques des États. Quand on voit notre région définie comme étant un couloir stratégique à dimension militaire des États-Unis, comme une zone d'extension de l'Union européenne, comme une passerelle commerciale pour la Chine, on est une zone de compétition stratégique. Quand on parle de l'Afrique, c'est aussi une zone de compétition stratégique. Donc c'est pour ça qu'on doit lire ces mutations de deux points de vue, les hypothèses de configuration de l'ordre mondial, donc c'est sa structure, mais aussi définir notre place et notre rôle d'une manière prospective, objective, et d'une manière très dépassionnée par rapport à ce que pourrait constituer l'ordre mondial comme choix, comme alternative, mais surtout comme opportunité aux vulnérabilités. Est-ce que ça pourrait changer? Est-ce que ça pourrait muter pour le monde arabe, notamment dans le contexte actuel? Le monde arabe, malheureusement, vit une situation de conflagration. Sur le plan stratégique, on est en face non pas d'entités à caractère unitaire, on va des États qui sont en face de déchéance, donc plusieurs États en face de fragilisation. On a 9 sur 22, mais on a aussi des alliances polarisantes. 7 pays sont qualifiés comme étant alliés majeurs des États-Unis. On a de plus en plus de bases militaires étrangères dans la région. On a 6 pays qui ont normalisé avec l'entité sioniste. Donc la notion d'identité stratégique arabe n'existe pas. Et elle risque de ne pas exister sur le court moyen terme. Mais il faut dire aussi que les enjeux de puissance
des grandes puissances pourrait être productrice de plus de vulnérabilité et de fragilité de notre région. La même chose pour l'Afrique, qui est déjà un champ de compétition stratégique aujourd'hui et qui pourrait aussi produire de nouveaux types de conflictualité à l'avenir. Alors, pour finir avec ce nouvel ordre mondial, professeur Barkour, est-ce réellement la fin du monde unipolaire? Le monde unipolaire n'était qu'une illusion. C'est déjà l'illusion unipolaire, c'est un concept des relations internationales qui sont pour discréditer ces prétentions américaines de devenir l'hyperpuissance et d'être le centre de l'action stratégique au XXIe siècle. Donc on a vu, j'ai cité le texte d'orientation stratégique Defense Planning Guidance, donc c'est la préservation de l'hégémonie américaine. Oui. On a vu les néoconservateurs développer la notion du nouveau projet, le projet du Project for New American Century, un projet du centenaire américain qui en fin de compte n'a pas trop duré. En 1998-2001, c'était les attaques contre des éléments de la puissance américaine, donc à Wall Street, mais aussi à Washington. On a vu, avec 2008, c'est la fin de cette domination des États-Unis. Aujourd'hui, on voit déjà sur la dimension financière, il y a de nouveaux challengers en matière monétaire notamment, donc des États qui demandent la dédollarisation de l'économie de la finance mondiale. On voit aussi l'émergence de l'économie, la Chine, qui surpasserait les États-Unis d'ici peu. On voit aussi ces États qui essayent de créer de nouveaux espaces de coopération à caractère multilatéral, mais surtout pluridimensionnel. Donc l'unipolarité fait partie d'une illusion stratégique américaine qui n'a pas duré. Aujourd'hui, ce que les Américains cherchent, c'est justement préserver leur statut de puissance mondiale, mais avec la Chine, qui est reconnue comme étant un concurrent sérieux dans la configuration de l'ordre mondial. Et avec le début de la multipolarité, est-ce qu'on peut garantir la fin de l'hégémonie? Est-ce que c'est garanti? Quand on parle de la multipolarité, on parle de la fin de cette hégémonie. C'est la fin de l'hégémonie. Mais cette fin aussi, c'est la fin aujourd'hui, c'est la fin d'un ordre mondial à caractère, disons, occidentocentrique. Donc, est-ce que l'hégémonie ne peut pas virer vers quand on parle aujourd'hui, on parle essentiellement de quelques décennies. Donc, on parle essentiellement de ce besoin de préserver une puissance américaine qui essaie aussi de créer aujourd'hui un autre type d'Occident. Oui. À lire la crise ukrainienne, on a un Occident 40 pays, Occident stratégique 40 pays, donc élargi à 4 pays de l'Orient, donc le Japon et la Corée du Sud. Le Japon qui a signé un accord après Nagasaki et Hiroshima en 1945. La Corée du Sud qui a aussi signé un autre accord en 1953. On a deux pays qui sont culturellement occidentaux, c'est la Nouvelle-Zélande et l'Australie, donc 40 pays qui constituent cet Occident stratégique. Mais ça reste quand même qu'aujourd'hui, on a cette puissance chinoise qui émerge, avec une diaspora qui est pratiquement à travers le monde, mais aussi qui a une vision, une détermination pour devenir la première puissance mondiale en 2049. Cette vision, cette détermination a été encore une fois soulignée, adoptée par le dernier congrès du Parti communiste chinois il y a de ça quelques semaines. Merci, professeur Barkour, pour cet éclairage sur la notion de la géopolitique des puissances. Voilà, c'était très intéressant. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Al 24 News.